Bonjour à tous, donc vous me connaissez, je suis le docteur Camara et puis je suis en compagnie avec Madame Christine Hagen. Madame Christine Hagen qui est sophrologue au Luxembourg et elle va vous dire tout ce qu'elle fait, avec qui, quel type de patient elle travaille, comment elle travaille et comment elle aide justement les différentes personnes selon les pathologies et selon à quoi ils sont amenés à faire dans leur vie. Christine, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu? Je suis Christina Hagen, je suis sophrologue. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'exerce ici au Moulin d'Alvis à Luxembourg. Et je me suis orientée vers la PMA parce que j'ai traversé moi-même ce parcours de 2015 à 2020. Ok, donc tu es sophrologue spécialisée à accompagner les femmes, mais en grosso modo les couples, Oui. Lors de leur parcours de PMA. C'est ça. Donc une étape très difficile. Une étape très difficile émotionnellement. Donc j'aide aussi ces femmes et ces couples à mieux traverser leurs émotions, à pouvoir verbaliser, mettre des mots sur ce qu'elles ressentent et travailler aussi les échecs. Parce que quand on reçoit une réponse négative, que le test n'est pas bon, c'est aussi très chargé en émotions. Il y a l'attente aussi entre le transfert d'embryon et les résultats. Et donc tout ça, on le travaille ensemble. Et tu en parlais tout à l'heure, donc toi-même tu es passé par un parcours de PMA. Oui. Et tu me le disais tout à l'heure, durant la discussion qu'on a eue, tu as aujourd'hui 2 enfants. 2 enfants, oui, 2 garçons. 2 garçons, donc pour toi le parcours de PMA, il a super bien fonctionné. Et on va discuter justement aussi de cette situation personnelle que tu as eue, par quoi tu es passé, quelles sont les étapes, les émotions, comme tu disais, les attentes, mais aussi les interrogations. Oui. Et tu vas nous expliquer aussi comment toi, ça t'a permis justement, comment ça t'a permis d'aider les personnes, les couples, et de les accompagner. Mais si je ne me trompe pas, tu me disais que c'était une reconversion, donc la sophrologie. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant ça? Oui, j'étais DRH avant dans une entreprise informatique ici à Luxembourg pendant plus de 15 ans et la société a été vendue en 2019 et donc du coup en 2020 je suis tombée enceinte. Il y a eu la pandémie, le Covid et puis de là après mon aîné est né, problème de sommeil et là j'ai commencé tout un cheminement intérieur de qu'est-ce que j'avais envie de faire, de qui je voulais être. Voilà, il y a eu toute une remise en question de ma carrière professionnelle et j'ai commencé avec mon aîné Oscar qui avait des problèmes de sommeil à pratiquer de la relaxation. D'accord. Et donc j'ai commencé à lui parler, de détendre sa tête, son visage et chaque partie de son corps et par la répétition, au bout de 3 mois, il a commencé à faire 2 heures de sieste le matin, 2 heures de sieste l'après-midi et des nuits complètes. D'accord. Donc tu peux aider aussi, il n'y a pas que la PMA en soi, hein. Il y a aussi, tu fais plein d'autres choses, par exemple, comme tu le disais, les enfants qui ont du mal à s'endormir, enfin les nouveau-nés qui ont du mal à s'endormir. Oui, alors là on travaille plus le lien mère-enfant parce que je vais aider la maman à travailler en fait sur la relaxation de l'enfant, mais aussi le postpartum. Parce que quand les mamans elles sont chargées en émotions, du coup les enfants sont des éponges, les bébés, et donc du coup ils le ressentent. Et donc on fait un travail de binôme en fait. Donc tu aides dans tout ce qui est périnatalité en soi. Périnatalité et postpartum. Je suis aussi mes clients qui sont en FIV, mes patients, qui viennent ici pour la PMA. Quand ils tombent enceintes, ils reviennent après pour le postpartum. Ou bien pour faire encore des séances de sophrologie pendant la grossesse. Il ne faut pas croire que pendant la grossesse, il n'y a pas aussi des interrogations. Il y a aussi, est-ce que je vais perdre l'enfant? Est-ce que la grossesse va aboutir à terme? Donc il y a plein d'interrogations aussi de la part de la femme qui porte le bébé et qui met tout son espoir finalement dans cette grossesse après un parcours PMA. Voilà, c'est super. Donc on va commencer par les premières questions. On va faire quelques définitions d'abord, puis après on va progresser tout au long de l'interview. Donc on parlait de PMA. Donc PMA, c'est procréation médicalement assistée ou AMP, aide médicale à la procréation. Est-ce que tu peux nous donner la différence entre PMA et fertilité? Alors la fertilité, on parle de quand un couple réussit à tomber, à avoir un enfant de manière naturelle, et on parle de protocole, accompagnement PMA ou AMP quand il n'y a pas de grossesse qui est survenue naturellement après 1 an d'essai. D'accord. Et
Est-ce que tu peux nous donner un peu ce qui se fait dans les pays limitrophes et notamment au Luxembourg? Donc, qui a accès à la PMA au Luxembourg et puis en France ou en Belgique, par exemple? Maintenant, tout le monde peut y accéder, que ce soit les couples hétérosexuels, que ce soit les couples de femmes ou les femmes seules. Toutes les catégories maintenant peuvent y accéder, que ce soit en France, en Belgique ou au Luxembourg. Il n'y a plus de discrimination. D'accord. Et pour la femme et pour l'homme, est-ce qu'il y a un âge limite pour avoir accès à la PMA? Alors ici à Luxembourg, il me semble que c'est la 43e année anniversaire de la femme, qui est la date butoir pour accéder à la PMA. Donc ça veut dire qu'une femme peut avoir accès à la PMA tant qu'elle n'a pas dépassé les 43 ans. Voilà, c'est ça. D'accord. Et pour l'homme, je crois qu'il y a une date, il n'y a pas de date butoir, mais à partir de 65 ans, certains centres ici au Luxembourg n'acceptent pas que le couple ait recours à la PMA si l'homme a plus de 65 ans. Il n'y a pas de date butoir généralement, mais voilà, il y a quand même des restrictions et puis il faut rentrer dans les clous. Alors, et en ce qui concerne le remboursement justement de la PMA, est-ce que ici au Luxembourg, comment c'est remboursé? Alors dans les laboratoires, tout ce qui est prise de sang, test, spermogramme, tout est pris en charge par le laboratoire à 100%. Et par la caisse? Par la caisse, pardon, oui. Ouais. Donc la caisse, elle prend en charge 100% des honoraires. Et en revanche, quand on va chez le médecin pour faire un transfert d'embryon ou bien une insémination, on avance les frais et après on envoie la facture à la CNS qui nous rembourse à hauteur de 80-82%. Et le reste à charge, on doit l'envoyer à la mutuelle. Si on en a une. Voilà, sa propre mutuelle. Mais bon, aujourd'hui, il y a le tiers payant, donc c'est plus simple maintenant, oui. Donc, il y a différentes techniques de PMA. Donc, il y a l'insémination artificielle et la FIV, par exemple. Mais est-ce que tu peux nous donner la différence entre les deux et nous expliquer un peu? L'insémination artificielle, en fait, on va faire un recueil de sperme du côté de l'homme. Il va y avoir une préparation qui sera faite. Le laboratoire va préparer. Et donc, le médecin va récupérer cette préparation et mettre les spermatozoïdes au plus près en fait à l'intérieur in vivo pour que au moment de l'ovulation, pour que ça se passe de manière naturelle finalement, mais on va venir placer les spermatozoïdes au plus près. Oui, pour potentialiser justement la rencontre entre l'ovule et le spermatozoïde. D'accord. Et la FIV? Et la FIV, c'est un peu plus complexe, je dirais, parce que là, il y a toute une partie d'injection qui va être faite pendant une dizaine de jours au niveau de l'abdomen. Puis, il y aura régulièrement des échographies qui seront faites pour évaluer la taille des follicules. Et puis après, il y aura aussi une piqûre pour déclencher l'ovulation. Et là, donc, il y a la ponction qui arrive. Et puis après, il y a le recueil du sperme, encore une fois. Et ils vont mettre en rencontre le follicule et le spermatozoïde. L'ovule et le spermatozoïde. L'ovule et le spermatozoïde pour que ça puisse ça donne un embryon. Donc en fait, voilà, c'est très bien ce que tu dis, parce que je vais en fait un peu récapituler comment ça se passe de manière générale sans PMA. Donc il faut savoir que on parlait de follicules, on parlait d'ovules, d'ovocytes. Donc généralement, comment ça se passe, c'est que quand la femme, elle naît, voilà, elle naît avec on parle souvent de réserve ovarienne, donc ça veut dire qu'elle naît avec sa réserve ovarienne, mais au cours du temps, cette réserve ovarienne, elle diminue. Elle diminue. Pourquoi elle diminue? Parce que à chaque cycle, en fait, il y a des follicules qui font partie de cette réserve ovarienne qui s'en vont justement pour arriver à une certaine maturation, pour ensuite pouvoir donner un ovocyte qui va se transformer en ovule, pour ensuite donner un embryon. Et donc, au cours du temps, les follicules qui sont partis pour arriver à une certaine maturation, ils vont quitter cette réserve ovarienne. Donc forcément, la réserve ovarienne de base sera diminuée plus on avance dans le temps. Et ce qu'on a, c'est que au cours du cycle menstruel, on a certains follicules
qui arrive, oui ou non, à une certaine taille, à une certaine maturation, exactement. Et ces follicules-là contiennent des ovocytes. Donc les ovocytes sont les ovules qui ne sont pas encore matures. Et lorsque on a ce qu'on appelle l'ovulation, ces follicules vont libérer un ovule, enfin un ovocyte qui va devenir un ovule. Et cet ovule, il va être fécondé par le spermatozoïde et ensuite, une fois qu'il est fécondé, ça va donner un embryon qui va après venir se loger dans la cavité utérine. Et ce qui se passe comme tu le disais très bien tout à l'heure, il y a certaines femmes, elles n'arrivent pas à avoir des ovulations ou elles n'ont pas assez de follicules, ou bien les follicules n'arrivent pas à une certaine maturation, donc incapables de libérer des ovocytes. Et donc voilà, tout ça c'est des problèmes. Donc ce qu'on va faire, comme tu disais, c'est faire des piqûres pour potentialiser justement le recueil d'ovocytes et ensuite permettre justement cette rencontre qui est faite à un moment précis entre le spermatozoïde et l'ovule pour ensuite donner un embryon. C'est ça. Donc voilà, donc la FIV, effectivement, on avait la FIV qui se fait en fait en laboratoire, donc in vitro, et on a l'insémination artificielle qui se fait in vivo, c'est-à-dire dans le corps de la femme, et donc ça reste quand même un peu naturel. Plus naturel. Voilà, plus naturel, exactement. Donc voilà, petit récapitulatif pour que tout le monde comprenne justement ce à quoi tu faisais allusion. Donc par exemple, pour une femme qui arrive en parcours de PMA, combien de temps faut-il en moyenne pour arriver à une grossesse? Alors, tout dépend de l'âge de la femme, du centre. En moyenne, c'est, allez, je dirais 2 FIV par an, 6 mois, entre 2 FIV. Après, chaque personne est différente, donc ça peut altérer. Enfin, je veux dire, c'est pas 6 mois on tombe enceinte, mais ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans. Tout dépend comment le corps de la femme réagit aussi. Ouais, donc ça dépend vraiment comment... Et puis on en reparlera tout à l'heure, ça dépend aussi de l'aspect psychologique, dans l'état émotionnel dans lequel est la patiente. J'y reviendrai tout à l'heure sur une histoire qui m'a bluffé aussi, que j'ai pu lire quand je préparais cette interview. Et est-ce que tu as à peu près ici au Luxembourg ou en France les pourcentages de réussite? Les pourcentages de réussite en taux de grossesse par FIV, Ouais. on est à 22, entre 22 et 25%. Au Luxembourg? Au Luxembourg. C'est Ok, c'est pas mal. Et 19% de grossesse aboutie, avec un accouchement. Ah oui, c'est quand même pas mal. Donc on est au-dessus de 15%. Oui. Donc quand on est au-dessus de 15%, déjà c'est très bien. Alors la PMA, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même une étape difficile dans la vie d'un couple. Je le répète encore, tu l'as vécu. Oui. Maintenant tu accompagnes les couples et les femmes à travers cette étape de leur vie. Est-ce que c'est difficile à vivre? Ce qui est difficile, c'est la charge émotionnelle qui est autour de ça. Et puis, c'est surtout l'attente des résultats qui est difficile. Après, physiquement, les injections ou la ponction, ça fait pas mal en soi. Après, tout dépend, pareil, si la femme elle est douillette ou pas. Mais en soi, on ne ressent pas grand-chose. Mais c'est plus le côté émotionnel, charge mentale et ce côté d'attente en fait. Et puis les hormones. Les hormones et puis peut-être aussi l'échec qui va aller ou bien la réussite. Donc c'est tout ce package en fait qui est compliqué, qui est compliqué à vivre. Okay. Alors, quelles sont les étapes psychologiques d'un parcours de PMA, c'est-à-dire par quelle étape le couple ou la femme passe au cours d'un parcours de PMA, vu que tu as accompagné pas mal de personnes? Il y a le stress, il y a l'espoir, il y a la culpabilité, il y a la colère. Culpabilité par rapport à quoi? De culpabiliser de ne pas y arriver finalement. De pourquoi mon corps ne veut pas devenir maman. On peut culpabiliser par rapport à ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que théoriquement en fait, tomber enceinte, avoir un enfant, la majeure partie des gens n'ont pas besoin d'aide. Oui, ça se fait naturellement, depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, n'ont pas besoin d'aide. Alors, et je vais rebondir sur une autre question, c'est-à-dire que dans la majeure partie des cas, les gens n'ont pas besoin d'aide pour tomber enceinte. Et aujourd'hui, en tant que couple, en tant que femme, on se dit, ça dépend d'où vient le problème, peut-être les deux parfois,
on se dit, ok, sur quelque chose où la majeure partie des gens n'ont pas besoin d'aide, moi je suis obligé de demander de l'aide et je suis même pas sûr d'y arriver. Et est-ce qu'on t'a déjà fait la réflexion justement de te dire que c'est quelque chose de tabou justement de... Oui, c'est tabou parce Ouais. que y a beaucoup de femmes ou de couples qui n'osent pas en parler en fait. Et moi, je l'ai vécu aussi. On n'ose pas en parler, on nous demande toujours quand est-ce que tu vas tomber enceinte, et puis tu n'oses pas dire que ça ne fonctionne pas depuis des années. Et puis quand tu te retrouves en comité restreint, tu t'aperçois que parfois le couple qui est en face de toi a la même problématique, voire peut-être a recours à un don de sperme ou un don d'ovocytes. Et en fait, c'est là où finalement les gens se délivrent un peu. Ouais, qui disent, qui se révèlent en soi en fait. Hein. Mais c'est vrai que des couples où ils ont eu naturellement leur enfant et le couple en face n'arrive pas à l'avoir naturellement, mais les gens n'en parlent pas. Mais est-ce qu'ils se comprennent ces gens-là? Difficilement, hein. Toi par exemple, tu as été en contact avec des gens qui arrivaient à avoir un enfant de façon naturelle. J'en ai eu plein autour de moi. Et comment ça se passait pour toi? C'était difficile, hein, de voir mes copines tomber enceintes naturellement et puis de les entendre de dire tel mois de telle année j'accouche de mon premier. Toi tu attends et puis tu oses pas dire que ça fonctionne pas, que tu dois passer par des inséminations ou des FIV. Puis à un moment donné les rencontres se font de moins en moins, voire plus du tout parce que finalement tu n'es plus en phase. Eux ils ont des enfants, toi tu n'en as pas, tu galères et finalement sans t'en apercevoir tu t'isoles finalement. Ouais, un isolement social, Ouais, c'est ça. mais isolement social avec son partenaire ou avec des gens qui Qui n'ont pas d'enfants. qui n'ont pas d'enfants ou qui sont en parcours de PMA. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Donc tu parlais tout à l'heure du don de gamètes, donc du don d'ovocytes, du don de sperme. Comment ça se passe ici au Luxembourg et puis dans les pays France, Belgique? Est-ce que le don de sperme ou d'ovocytes est anonyme? Alors c'est plus tout à fait anonyme parce que maintenant on peut choisir les gamètes qu'on prend. On peut choisir les ovocytes de la mère qui va donner ses ovocytes. C'est-à-dire on peut choisir. On peut choisir en fait. En photo? Comme dans un catalogue. Ah ok, d'accord. Ok. Ça paraît un petit peu surréaliste, mais oui, j'ai des amis qui ont eu recours au don de sperme. Et mon ami m'a dit oui, en fait, tu vas et tu choisis en fonction de tes critères, si tu veux que tes enfants ressemblent un petit peu au papa, les cheveux blonds, les yeux bleus. Donc tu choisis un petit peu dans le catalogue la ressemblance. Et maintenant, à l'âge de 18 ans, l'enfant peut aussi demander à connaître ses origines. Donc c'est plus totalement anonyme. Donc connaître ses origines, c'est-à-dire qu'il peut demander à rentrer en contact avec son donneur? Dans certains cas, oui, c'est possible. Dans quel cas? Si le donneur a donné son accord. Ah d'accord. Donc en fait, quand on donne justement son sperme ou ses ovocytes, eh ben, on a une question qui est est-ce qu'on a envie d'être contacté si jamais l'enfant le demande plus tard? C'est ça. Ok, donc ça c'est intéressant à savoir, effectivement. Merci à toi. Et est-ce qu'il y a des alternatives si la PMA ne fonctionne pas? Donc on est par exemple un couple qui est en PMA maintenant depuis 10-15 ans, et ça ne fonctionne pas, et puis au bout d'un moment, le médecin il dit écoutez, là on a tout essayé, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a des alternatives? Déjà, il y a l'alternative du don de sperme ou le don d'ovocytes. Donc si ça ne fonctionne pas, après on peut se tourner vers l'adoption. Donc ça, c'est une possibilité. Mais là, ça rentre aussi dans un autre chemin de vie, d'accepter qu'on ferme cette porte de la maternité, de ne pas être maman, de donner la vie, et d'aller sur un autre chemin, d'avoir une adoption, un enfant qu'on va élever aussi. Et ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas que les liens du sang qui fonctionnent. Alors ça c'est aussi intéressant parce que je me posais la question, déjà quand on rentre dans le parcours de PMA, certaines personnes voient déjà ça, on parlait tout à l'heure comme tabou, comme un échec déjà, parce que on doit, comme je disais tout à l'heure, on doit être aidé pour être maman. Et puis après, on rentre justement dans l'adoption, donc est-ce qu'on le voit ça comme un deuxième échec? Ça dépend du point de vue des couples ou de la femme ou de l'homme.
Ça, c'est leur propre cheminement. Mais ça peut être vécu comme un deuxième échec, oui. Ok. Alors là, maintenant, on va s'orienter vers stress, fertilité et PMA. Est-ce que le stress peut rendre infertile? Alors le stress, c'est pas une cause primaire, j'ai envie de dire, de l'infertilité, mais ça peut engendrer un déséquilibre hormonal. Ça, oui. Donc c'est pas le stress primaire En lui-même. en lui-même. Mais c'est Mais il plutôt, va voilà, plutôt- c'est une conséquence. Oui, Alors, il va déséquilibrer tout le système hormonal en fait. donc je te dis ça en fait parce qu'il y a un livre très intéressant de Michael Greenberg justement qui est un gynécologue, qui parle justement de ses différentes expériences vis-à-vis justement de la PMA et du début jusqu'à la fin des différents couples en fait. Et il parlait justement d'un couple qui était en parcours de PMA depuis plusieurs années et ça ne marchait pas. En fait, ça ne marchait pas. Donc ils ont tout essayé et ils ne trouvaient pas de cause surtout. Hein. Il n'y avait pas de cause chez la femme et ils ne trouvaient pas de cause chez l'homme non plus. Donc voilà, en fait l'embryon il ne s'accrochait pas. Ils ne savaient pas pourquoi. Et dans ce cas-là, ils se sont dit bon, bah, on va échanger, peut-être c'est les gamètes. Donc ils ont pris un donneur d'ovocytes, ils ont essayé avec le sperme du conjoint, ça ne marchait pas, ça ne s'accrochait pas. Ils ont fait le contraire. Ils ont pris un donneur de sperme, ils ont essayé les ovules de la conjointe, pareil, ça ne s'accroche pas. Donc finalement, ils ont fait quoi? Ils ont pris 2 donneurs, ça ne s'accrochait pas. Donc voilà, au bout d'un moment, il dit écoutez, on a tout essayé, ça ne marche pas. Et quelques années après, ce couple tombe enceinte de façon naturelle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se dire dans cette situation-là? Est-ce qu'il y a eu un lâcher-prise? Est-ce que c'est la bonté divine? Voilà. Et puis, il le dit très bien dans son bouquin, il ne l'explique pas parce qu'il n'y avait pas de cause identifiée d'infertilité, que ce soit chez la femme ou chez l'homme. Puis après, on a essayé d'autres alternatives, rien du tout. Et un jour, voilà, quelques années après, qu'ils avaient arrêté justement ce parcours de PMA et voilà, elle est tombée enceinte, donc le couple était en attente d'un enfant. C'est pour ça la question, est-ce qu'il y avait un stress durant ce parcours de PMA et qu'après, une fois que le médecin dit voilà, on arrête là, on n'arrivera pas, il y a eu un lâcher-prise et ce lâcher-prise a permis justement… Bien sûr. Alors c'est sûr que le processus de PMA, il est stressant. On nous dit souvent arrête de penser à ça, arrête de parler que de ça. Oui, j'ai envie de dire. Mais on est dans ce processus-là, donc si on verbalise pas ce qu'on vit sur le moment, c'est l'intérioriser et ça c'est pas bon non plus. Donc de lâcher prise, de prendre du recul, de changer aussi peut-être l'état d'esprit, le mindset, ça fait énormément de choses. Et de se dire ça fonctionne pas cette fois, ça fonctionnera une autre. Et puis je pense que pour le couple qui était dans ton livre, de se dire on pourra jamais avoir accès à cette parentalité. Peut-être que pour eux, ils sont passés à autre chose et puis l'esprit était plus libre et donc du coup, ça arrivait de manière plus naturelle. Et le corps était plus calme, plus serein, plus apaisé. Pour pouvoir justement accueillir cet enfant. Ouais. Et oui, les choses ne se font jamais par hasard. Hein. Alors, donc, le stress peut-il faire échouer un parcours de PMA, comme une FIV par exemple? Alors, il n'y a pas de lien qui est prouvé scientifiquement, mais ça peut, le stress, augmenter la tension de la femme et donc du coup avoir un déséquilibre au niveau hormonal et du coup ça peut engendrer un chamboulement au niveau du corps. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager par rapport justement à ce stress, fertilité, parcours de PMA? Je peux raconter une anecdote pour moi. En tout cas, c'est vrai que donc de 2015 à 2020 où j'ai fait plusieurs tentatives. Déjà, raconte-nous ton parcours alors, comme ça va être pour que les gens comprennent aussi. Donc en 2015, j'ai arrêté mon moyen de contraception. D'accord. Et on a commencé à avoir des rapports pour essayer que je tombe enceinte. Est-ce que c'était des rapports qui étaient Réguliers. assez réguliers, ok, mais étaient programmés autour de l'ovulation ou c'était peu importe comme ça? La première année, non. Okay. Voilà, c'était vraiment tranquille, on faisait comme on avait envie.
Et après la première année, quand je suis retournée voir le gynécologue, il m'a dit alors rien. Alors bon, on va faire des prises de sang, on va faire des tests. Monsieur aussi, il aura des tests. Donc on a fait tout ça. Et puis donc on n'était pas pressés, je veux dire. On a vraiment pris notre temps et c'est pour ça qu'on a commencé à faire les inséminations qu'en 2017, entre 2017 et 2019. On a fait 4 tentatives d'insémination et là aussi on a dû interrompre un petit peu les inséminations parce qu'on a dû refaire des examens complémentaires et les 4 inséminations n'ont pas fonctionné. Et donc de là, je suis partie, on nous a conseillé de prendre rendez-vous au centre de fertilité ici à Luxembourg. Et donc on a été très bien pris en charge, on a été pris en charge au mois de juin 2019. Et en août 2019, je faisais ma première ponction et quelques jours plus tard, j'avais déjà le premier transfert d'embryon. Ah oui. Ouais. Ok. Et ils avaient transféré combien d'embryons? Un seul. Un seul. Post-ponction. Ouais. Et ça avait marché? Non. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Ok. Et donc après? Oui, il faut savoir que j'ai eu 6 embryons au total. Et après le premier transfert post-ponction, donc il en restait 5 qui ont été congelés. Et j'ai refait un transfert en octobre 2019, novembre et décembre, qui n'ont pas fonctionné non plus parce qu'on avait testé sur un cycle artificiel. Donc je devais prendre des cachets pour dilater la cavité utérine. Et on ne sait pas pourquoi, en janvier, on s'est dit bon, on change complètement le mode et on fait sur un cycle naturel. J'ai juste fait la piqûre pour déclencher l'ovulation. Et là, on m'a transféré 2 embryons, les 2 derniers. Et sur les 2 derniers, j'ai mon aîné qui a fait son petit nid et puis qui est arrivé en septembre 2020. Donc là, j'avais plus d'embryons. Ah là, c'était les derniers? C'était les derniers. Oh. Donc il y avait aussi une pression, une charge mentale par rapport à ça. Mais en fait, je me suis dit, si ça fonctionne pas, tant pis. Pas grave, on ira faire une deuxième fille et puis c'est tout. Ouais, donc t'as vraiment changé de mindset pour ce transfert-là. C'est ça. Ah oui, et donc on revient à la question, donc c'était ton anecdote, savoir si le stress peut faire échouer une FIV. Alors selon toi, est-ce que ces premiers échecs de FIV, est-ce que tu as identifié justement la cause? Est-ce que pas une cause médicale, médicale certes, le stress. Oui. Mais une cause plutôt psychologique plutôt qu'une autre cause? Moi, à mon sens, je pense honnêtement que la charge de travail que j'avais avant était très intense et je ne vois pas comment un bébé aurait fait sa place à ce moment-là. C'est quand moi j'ai fait du tri dans ma carrière professionnelle et que l'entreprise a été vendue en 2019 et que j'ai dû faire la passation de mon travail à d'autres collègues, en fait mon esprit s'est libéré, il s'est apaisé et en fait c'est là où j'ai pu accueillir Oscar finalement. Et ton premier garçon. Oui. et le deuxième garçon aussi, c'était par PMA? Oui. Et là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter? Eh bien, quand Oscar avait 9 mois, on a décidé de refaire une deuxième FIV pour avoir notre deuxième enfant. Et donc là, je suis repassée par le même processus, donc injection, ponction, recueil de sperme pour mon mari. Et on a eu 2 embryons cette fois-ci. Beaucoup moins? Beaucoup moins que la première. Ah oui? Oui. Et donc, et comment tu te sentais à ce moment-là? Je me disais, waouh, c'est pas grand-chose. Si on attend de nouveau autant de temps que pour le premier, on aura peut-être recours à une 3e fille ou à une 4e. Donc à ce moment-là, j'étais pas très sereine. Ouais. Et ton mari, comment lui, il appréhendait la chose? En fait, il s'est dit, on va tester, on verra bien ce qui va se passer après. Mais vous étiez plus relâché parce qu'il y avait déjà eu une première grossesse ou vous étiez toujours, il faut que ça marche? Non. On était complètement détachés. On a été faire le transfert d'embryon et puis on s'en est plus occupé parce qu'on avait notre esprit qui était focalisé sur Oscar finalement. Et puis la veille de la prise de sang, mon mari me demande alors, tu vois des petits signes à une grossesse potentielle? Parce que finalement, on les avait quand même, les chocottes, parce que Oscar était petit encore, il avait que 9 mois. 9 mois. Et plus une grossesse, ça faisait 18 mois entre les deux, donc on s'était dit que ça allait être rude. Et je lui ai dit non, en fait, j'ai pas de signe
apparents pour une grossesse potentielle. Hein. Donc, je suis allée tranquillement faire ma prise de sang le lundi matin et les résultats sont arrivés à midi et je ne comprenais pas en fait les résultats. Vous étiez positif? Ils étaient positifs, mais je pense que je ne voulais pas comprendre. Ah oui. Donc c'était une agréable surprise. C'était une agréable surprise, ouais. Et lui, comment il a réagi? On n'est pas dans le caca. Ça, c'était ses mots, ça. On n'est pas dans le caca. Énorme. Parce que, bah oui, ça allait être compliqué, avoir deux petits-enfants à gérer. Et c'est vrai qu'on a eu une période très, très compliquée. Bah, Oscar, il marchait tout juste. Il avait 18 mois. Oui, il marchait. Il était encore en pleine découverte. Il n'était pas encore tout à fait stable sur son équilibre à lui. Et puis, il y a Léon qui est arrivé entre-temps. Oscar a dû s'autonomiser pour la propreté, pour la douche. Donc, bon, il s'est élevé vite. Mais, Et quel conseil aujourd'hui tu donnerais aux femmes qui ont le même parcours que toi, comme ça, qui essayent, qui sont en parcours de PMA? Voilà, quel conseil tu leur donnerais? de lâcher prise, de prendre du recul et de se dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et par quelle étape, toi, ça me fait penser à quelque chose, cette phrase, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'était aussi Churchill qui disait la réussite, c'est d'aller d'échec en échec en gardant son enthousiasme. Donc voilà, ça résume. Ça résume, oui, parce qu'il faut aussi garder en tête que l'échec n'en est pas vraiment un finalement. Ça nous permet d'apprendre et de réussir après finalement. Et est-ce que tu peux me donner les étapes par lesquelles tu es passé tout au long de ton parcours de PMA? Donc, vu que tu as commencé justement, bon, pour avoir un enfant, si on résume ton histoire, c'est de 2015 à 2019. 2020 jusqu'à 2020. La naissance d'Oscar. Jusqu'à la naissance d'Oscar, donc 2015-2020, donc 5 ans, d'accord? Tu as commencé ton parcours de PMA en 2017. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous dire les étapes par lesquelles tu es passé et en ayant vécu toutes ces étapes, comment tu prends en charge aujourd'hui les patientes qui sont en parcours de PMA? Alors, c'est pas simple parce qu'on a toujours beaucoup de questionnements. Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi les autres arrivent à tomber enceinte en un claquement de doigts finalement et pas nous? Et donc il y a le doute qui s'installe, il y a la culpabilité, la frustration de ne pas tomber enceinte, il y a la peur aussi, l'échec, l'attente. Et donc quand je prends en charge une cliente, une patiente, parce que bien souvent c'est que les femmes qui viennent se faire prendre en charge en général. T'as jamais eu de couple? C'est très rare. C'est très rare. Les hommes, ils aiment pas trop. Ils sont réticents. Ils sont pas réticents, ils sont plus réservés, je dirais. Et comment tu expliques ça? Mais ils ont peut-être pas envie qu'on rentre dans leur intimité. On revient sur le côté tabou. Oui, c'est ça. Et donc c'est vrai que les femmes, quand elles viennent, en général, on fait ce que moi j'appelle un bilan sophro, c'est on se rencontre, on discute du vécu, des attentes, de l'objectif, des besoins de la personne dans ce parcours-là. Et ça dure à peu près 2 heures, entre 1h30 et 2 heures. Donc la première consultation dure 2 heures? Oui, entre 1h30 et 2 heures. Et là, on balaye plein de choses. On balaye tout ce qui est le sommeil, l'alimentation, la vie professionnelle, s'il y a du stress au travail, s'il y a du stress à la maison, combien il y a déjà eu d'insémination, est-ce qu'il y a eu des inséminations, est-ce qu'il y a eu déjà des FIV. J'ai des clients qui ont eu recours aussi au transfert hors du pays français ou luxembourgeois. Et donc là aussi, je les accompagne par visio. Beaucoup en Espagne? Oui, au Portugal. Au Portugal aussi? Oui, oui. Et donc là aussi, donc, on interagit en visio et puis ça se prépare aussi. Donc là, on rentre aussi dans une phase de préparation mentale. Mais ça vient en phase préventive, j'ai envie de dire. La phase
curative, on va venir éliminer tout ce qui est tension. C'est quoi la phase curative qu'on explique? La phase curative, c'est... Bon, moi, je prends toujours l'image du potager au printemps. Quand on enlève la mauvaise herbe, on enlève les tensions, on élimine les frustrations, on libère le côté émotionnel de culpabilité, peut-être lié à la maternité, ou peut-être des fausses couches qui ont été peut-être vécues. Donc moi j'appelle toujours, on enlève la mauvaise herbe du potager. Voilà, ça c'est ma phase curative. Et c'est très important de passer par cette étape-là pour après instaurer le calme. Donc on installe le calme après. Donc moi sur l'image du potager, donc on ramène un bon terreau bien noir, bien lisse sur le potager. Et donc on installe le calme, on prend du recul. Et puis à ce moment-là, on commence aussi à relativiser. Et puis après, progressivement, on rentre dans l'étape, dans la phase préventive. On va venir poser des bonnes graines dans ce potager-là, qu'on va préparer mentalement notre corps à chaque étape qui va se passer pour une insémination ou pour une FIV. Et après, en général, les graines, elles émergent, elles poussent et on récolte les fruits. Donc souvent, les prises de conscience sont là. Et allez, je dirais 90% des accompagnements, les femmes tombent enceintes. Ah oui. Ah oui, donc tu as un taux de réussite assez extraordinaire en fin de compte. Mais alors, est-ce que ton accompagnement en sophrologie pour les femmes qui sont pour les couples qui sont en parcours de PMA, il est rythmé par les étapes de la PMA? C'est-à-dire que par exemple, il y a une patiente qui est là en stimulation ovarienne et une autre patiente qui, par exemple, demain a son insémination artificielle qui est programmée. Est-ce que ces deux personnes vont systématiquement être dans des suivis protocolaires de sophrologie différents ou elles vont être dans un suivi protocolaire qui est aléatoire et ça dépendra justement de la personne ou ça dépendra justement de comment tu as avancé avec elle dans le protocole que tu as mis en place. Alors, c'est bien que tu en parles parce que chaque protocole, chaque accompagnement que je fais, il est différent, il est complètement personnalisé à la personne. Donc ça va être rythmé par le protocole soit d'insémination, soit de la FIV. Donc par exemple, si il y a une stimulation ovarienne, on va travailler sur par exemple une sophro de stimulation locale pour stimuler les ovaires finalement. Ok. Et donc on progresse à chaque étape du protocole insémination ou FIV. Et c'est complètement personnalisé. Et comment tu vas? Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Comment tu travailles justement cette stimulation ovarienne en sophrologie? Eh ben déjà, on va faire une détente corporelle et puis après, on va imaginer que notre utérus est un beau petit jardin et que en fait, on va venir y mettre du bon terreau et de stimuler en fait les graines de manière à, par exemple, un halo de lumière qui va venir rayonner pour prendre toute sa place. Et là, on va venir stimuler le côté ovarien. Et comment elles se sentent quand elles sortent justement de cette consultation avec toi, les patientes? Elles se sentent détendues, apaisées et très fatiguées. Pourquoi fatiguées? Fatiguées parce qu'on travaille sur la stimulation, par exemple, ovarienne, mais on travaille aussi la détente corporelle et mentale. Donc ça fatigue. Et une femme qui a son transfert d'embryon programmé dans une semaine, comment tu vas travailler avec elle? Alors, une femme qui a le transfert d'embryon programmé, donc on va faire une séance avant le transfert et on fera une séance après le transfert. Ok, pourquoi? Pour l'attente, pour prendre du recul face à l'attente. Parce que elle doit continuer à vivre normalement, à faire normalement ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a envie de faire, sans se préoccuper qu'il y a eu un transfert d'embryon. Parce que souvent, les femmes me disent « Ah là là, mais j'ai plus le droit de bouger !» Ben si. Oui, il y a de peur qui se détache. Voilà, c'est ça, de perdre l'embryon. En fait, non. À ce stade-là, même du côté naturel, on ne le sait pas. Donc j'ai envie de dire, faut vivre, quoi. Faut vivre sa vie. Faut pas s'empêcher de faire ce qu'on a envie.
Il ne faut pas s'empêcher d'aller faire du sport, il ne faut pas s'empêcher de sortir. Voilà, il faut continuer à vivre. Ok. Et par exemple, pour une femme qui a sa ponction ovarienne de prévu, elle est aussi dans l'attente de savoir combien on va récolter de vos sites. Comment on fait? Comment tu travailles avec elle? Là, on va aussi travailler sur finalement l'attente, de savoir combien il y a de vos sites qui vont... Après, ça, c'est toujours indépendant de notre volonté, j'ai envie de dire. La ponction, ce qui va être récolté, c'est le point d'interrogation pour tout le monde. Donc il faut aussi lâcher prise par rapport à ça, ne pas être dans l'attente finalement, parce que ça, c'est complètement aléatoire. Ouais, je comprends bien. Alors, maintenant, on va parler un peu, tu suis les couples, et puis dans un couple, il y a, dans la majeure partie des cas, un partenaire masculin. Et donc, quelle est la place du partenaire masculin dans cette étape de PMA? Est-ce qu'il des fois il est engagé, un peu trop engagé, pas assez engagé, ou des fois même il est un peu oublié? Comment tu vois justement son rôle? Ça dépend des couples. Je rencontre des couples où l'homme il est pleinement investi avec la femme, et ça c'est très beau à voir. Est-ce que tu as un exemple d'homme investi par exemple dans un parcours de PMA? Mon mari était très investi dans le parcours PMA. Okay. Voilà. Il y a des hommes qui ne sont pas du tout investis, qui laissent complètement la femme gérer ça. Et il vient par exemple pour le recueil de sperme. Voilà, il laisse plutôt la femme gérer ça. Mais tout ça, ça dépend des couples, j'ai envie de dire, et comment le couple grandit aussi autour de ça. Et puis moi, je pense qu'il faut laisser la place de l'homme dans toute sa dimension. C'est pareil que quand il y a un nouveau-né qui arrive, il faut laisser aussi de la place à l'homme pour qu'il intègre finalement ce duo mère-enfant, pour que lui aussi puisse pleinement profiter de l'arrivée de ce nouveau-né. Ouais, comme par exemple quand il y a une insémination artificielle et que ça ne fonctionne pas. Et est-ce que le partenaire masculin il n'est pas oublié dans certains cas? Un petit peu. Ah ouais. On ne lui demande pas ce qu'il ressent à lui. Oui, ça donc c'est vrai que parfois il est un peu oublié. Mais Et comment il peut le ressentir? Est-ce que tu as des anecdotes à nous faire partager? Pas forcément qu'ils sont venus te consulter, mais que une de tes patientes t'a dit voilà, je sais que mon mari souffre, mais voilà, je ne sais pas comment l'aider. Oui, j'ai une cliente qui m'a demandé une fois ça. Je sais qu'il souffre, mais je ne sais pas comment l'aider. Mais en fait, il faut désamorcer la communication. Il faut lui demander comment il se sent. Ne pas demander comment ça va, mais lui demander comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent face à cette situation, face à cet échec. Et là, on va venir désamorcer une discussion. Et il va aussi se sentir écouté finalement, parce que quand on lui demande qu'est-ce que tu ressens ou comment tu te sens, là il va s'ouvrir. Oui, de s'ouvrir et de se lâcher et de pouvoir dire ce qu'il ressent. Et là, c'est important d'accueillir à deux finalement ce qui en ressort de ses émotions à lui aussi et de ses ressentis. D'accord. Ouais, ok, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le couple, c'est d'abord une équipe et ça se construit. Ouais. Pour gagner un match, on a besoin d'avoir de la cohésion dans le couple. Ok. Et est-ce que maintenant, on va un peu terminer, et qu'est-ce que tu pourrais dire justement, quel message tu donnerais justement aux couples qui sont en parcours de PMA aujourd'hui, que ce soit qui soient en parcours de PMA depuis 2 ans ou depuis 15 ans ou depuis 5 ans. Quel est le message que tu leur apportes aujourd'hui? Qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a toujours une oreille attentive pour les écouter et pour les accompagner,
et que c'est normal de ressentir des émotions et de pouvoir poser des mots et d'être accompagné dans ce processus émotionnel. C'est aussi une étape en plus pour ces femmes et ces couples finalement. C'est du soutien. Ouais, c'est effectivement. Bah, merci à toi. Voilà, on était avec de rien. C'était un super entretien. Voilà, on était avec Christina Hagen, qui est sophrologue à Luxembourg et qui accompagne les femmes et les couples en parcours de PMA pour gérer tout l'émotionnel, le stress, parce qu'il n'y a pas que la médecine justement dans un parcours de PMA, il y a aussi un soutien psychologique, sophrologique, d'acceptation de certaines choses et de faire preuve de résilience, de garder espoir, de confiance. De confiance, comme tu l'as dit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et comme Churchill le disait, la réussite, c'est d'aller d'échec en échec en gardant de l'enthousiasme. Merci à toi. Merci à toi aussi.